On dit que l'amour construit des maisons. Mais que se passe-t-il quand vous réalisez que vous êtes la seule à poser les briques, à payer le ciment, à réparer les fissures? Que se passe-t-il quand la maison que vous avez bâtie à deux menace de s'effondrer sur vous, et sur vous seul? Mon histoire ne commence pas avec le claquement d'une porte, mais avec le silence assourdissant d'un foyer où une seule personne se battait. Ce n'est pas l'histoire d'un amour qui s'est terminé. C'est l'histoire de comment j'ai appris à démolir une prison pour construire ma propre forteresse. C'est l'histoire de la maison que j'ai bâtie, seule. Mon histoire ne commence pas avec un cri, mais avec le son de mon réveil, bien avant l'aube. Était un son mécanique, impersonnel, qui déchirait le silence d'une chambre où un seul corps se mettait en mouvement. Le poids que je portais chaque matin, était pas seulement celui de la fatigue. Était le poids d'un rêve de partenariat que je portais à bout de bras, toute seule. La phrase « il ne travaillait pas » et était moi qui faisais bouillir la marmite, était devenue la bande-son de mon épuisement. Un mantra silencieux qui résonnait dans ma tête, tandis que je me préparais dans la pénombre, choisissant mes vêtements comme une armure pour la journée à venir. Je partais sur la pointe des pieds, laissant derrière moi une silhouette endormie, paisible dans son inconscience de la bataille que j'allais mener. La bataille des transports en commun, la bataille des réunions, la bataille pour gagner de quoi payer le loyer, les factures, les courses. De quoi maintenir à flot notre vie, ou plutôt, sa vie. Était plus une partenaire, était devenue une fonction, un gagne-pain. Ce mot, si brutal, si réducteur, décrivait parfaitement la lente dépossession de moi-même. Mon identité s'effaçait derrière les chiffres de mon bulletin de paie. Ma féminité se dissolvait dans l'acide de l'inquiétude financière constante. Et ma joie était une langue étrangère que j'avais oubliée. Les soirs je rentrais tard, épuisée, les épaules lourdes non pas du travail, mais du fardeau invisible de tout porter. Et je le retrouvais là, au même endroit. Affalé sur le canapé, les yeux perdus dans un écran, l'inertie fait homme. Il me demandait si j'avais passé une bonne journée, mais la question flottait dans l'air, vide de sens. Il n'attendait pas de réponse. Il attendait le dîner. Il attendait que la marmite, que j'avais passé ma journée à remplir, finisse par bouillir. Et dans son regard, il n'y avait ni gratitude, ni admiration. Il y avait une sorte d'habitude, de confort. Était devenu un élément du décor, aussi fiable et attendu que l'eau chaude qui coule du robinet. Et le silence qui suivait mes tentatives de partager mes espoirs, mes peurs, mes succès. Ce silence était plus violent que n'importe quelle dispute. Était le silence de quelqu'un qui a cessé d'écouter, parce qu'il n'a plus rien à dire. La prise de conscience ne fut pas un événement brutal, une trahison spectaculaire comme on en voit dans les films. Il n'y a pas eu de message découvert par hasard, pas de mensonge éclaté au grand jour. Ce fut une érosion. Lente, cruelle et silencieuse. Une érosion de mon âme. Grain par grain, jour après jour. Ce fut de réaliser, un matin comme un autre, en croisant mon reflet fatigué dans le miroir de la salle de bain, que je ne me reconnaissais plus. Où était passée cette femme vibrante, pleine de rire et de projets, qui avait dit oui, en croyant construire un avenir à deux? Elle avait été remplacée par cette machine efficace, ce soldat discipliné, dont la seule mission était de maintenir le confort d'un homme qui avait renoncé à rêver. Ou pire, qui avait fait de moi son unique projet de vie. Son plan de carrière. Sa sécurité. La découverte la plus douloureuse fut de comprendre que l'amour, le véritable amour, celui qui soutient, qui élève, qui partage les fardeaux, avait fait place à la facilité. Sa facilité. Dans cet échange tacite j'avais tout donné. Mon énergie, mon temps, ma sécurité financière, ma lumière. Et lui il avait pris. Sans même s'en rendre compte peut-être. C'est ça, le plus terrible. L'absence d'intention malveillante. Juste une lente et confortable dérive vers la dépendance, une dérive qu'il n'avait aucune raison d'arrêter. Pourquoi l'aurait-il fait? Le navire flottait. Peu importait si une seule personne ramait jusqu'à l'épuisement. J'ai compris que je était pas aimé, étais utile. Et cette prise de conscience a fissuré les fondations de tout ce que je croyais avoir construit. Je vivais dans une maison magnifique, que j'entretenais seule, mais ses murs étaient faits de solitude, et ses fenêtres donnaient sur un avenir vide. Étais en train de me perdre, et le pire, c'est que la seule autre personne présente dans la maison ne le remarquait même pas. Le courage de partir n'est pas venu comme une tempête, balayant tout sur son passage. Il est venu comme une brise légère, presque imperceptible au début. Une brise de lucidité. Il est venu le jour où j'ai compris que la peur de
être seule, était infiniment moins grande que la terreur de passer le reste de ma vie, accompagnée par cette solitude à deux. Cette solitude assourdissante de haine, être ni vue ni valorisée ni aimée comme je le méritais. Le déclic fut un détail. Un soir, j'avais reçu une petite promotion au travail. Rien d'extraordinaire, mais était une reconnaissance, une victoire personnelle. Je suis rentré, le cœur un peu plus léger, avec une bouteille de vin pour fêter ça. Je lui ai annoncé la nouvelle, et il a levé les yeux de son téléphone, a dit « Ah c'est bien », et a immédiatement enchaîné sur un problème avec sa console de jeu. Ce N était pas de la méchanceté, était pire. Était une indifférence totale. Ma victoire n'existait pas dans son monde. À cet instant j'ai su que je devais partir. Quitter cet appartement fut l'acte le plus terrifiant et, en même temps, le plus honnête de ma vie. Cela signifiait démonter le décor que j'avais moi-même bâti avec tant de sacrifices. Affronter le jugement des autres, la culpabilité instillée par une société qui vous dit de vous battre pour votre couple, et un avenir financier soudainement incertain, car je devais désormais payer pour 2 foyers au lieu d'1. Mais à chaque carton que j'emballais, je sentais un poids invisible quitter mes épaules. Emballer les livres que j'avais achetés, la vaisselle que j'avais choisie, les souvenirs de voyage que j'avais financés. Était comme faire l'inventaire de ma propre vie, de tout ce que j'avais apporté. Et en faisant cela, j'ai réalisé que je n'abandonnais pas un foyer. Je me sauvais des décombres d'un projet en faillite. Le dernier jour, en lui remettant mes clés, j'ai vu de la panique dans ses yeux pour la première fois. Pas la panique de me perdre, moi, mais la panique de perdre son système de survie. Et cette vision a effacé mes derniers doutes. La reconstruction fut le chapitre le plus difficile et, paradoxalement, le plus beau. La liberté au début avait le goût amer de la solitude et l'odeur de la peinture fraîche dans un petit appartement vide. Les premières nuits furent les plus longues. Le silence était plus celui de l'indifférence de l'autre, mais le mien. Un silence total, qui me renvoyait à moi-même. Il y a eu des jours de larmes, de doutes profonds. Des moments où la fatigue, accumulée pendant des années, semblait remonter du plus profond de mes os, maintenant que je n'avais plus l'adrénaline du combat pour me tenir debout. J'ai dû réapprendre à vivre, pas seulement seul mais pour moi. Lentement j'ai commencé à remplir cet espace vide. Non pas avec son absence, mais avec ma propre présence. J'ai redécouvert le goût de mon café préféré, que je ne buvais plus parce qu'il n'aimait pas l'odeur. J'ai ressenti la joie pure écouter une chanson à plein volume, juste pour moi, en dansant dans mon salon. Le plaisir simple, immense, de prendre des décisions petites et grandes, sans avoir besoin de l'approbation ou de l'indifférence de quiconque. Repeindre un mur en bleu canard. Acheter un canapé trop grand et incroyablement confortable. Partir un week-end sur un coup de tête. J'ai commencé à investir en moi tout ce que j'investissais autrefois en lui. Mon temps, mon énergie, mon argent, et, le plus important, ma confiance. J'ai repris des cours de poterie, j'ai revu des amis que j'avais négligés. Chaque petit pas était une brique de plus dans la construction de ma nouvelle vie. Une maison bâtie sur mes propres désirs, mes propres règles. Aujourd'hui, la femme qui vous parle n'est pas une survivante. Survivre implique être blessé, de porter les cicatrices de la bataille comme des médailles de souffrance. Je ne suis pas une survivante. Je suis un phénix. Je n'ai pas survécu au feu. Je suis né de lui. Les cendres de mon mariage n'ont pas été la fin de mon histoire. Elles ont été le terreau fertile de ma renaissance. La force que j'ai trouvée était pas une force d'emprunt, acquise dans l'adversité. Était ma propre force, celle qui avait toujours été là, ensevelie sous des années de sacrifice, de dévalorisation et de silence. Le divorce ne m'a pas rendue forte. Il m'a permis de me souvenir que je l'avais toujours été. La maison que je soutiens aujourd'hui, ce n'est plus un appartement avec des murs et un toit. C'est mon corps, que j'ai appris à écouter et à respecter. C'est mon esprit, que je nourris de curiosité et de paix. C'est mon âme, que je laisse enfin respirer. Et ses fondations sont inébranlables, car elles sont faites de l'amour de soi. Je ne suis plus la femme qui entretenait un homme, ni celle qui a été quittée par un rêve. Je suis la femme qui s'est choisie. La femme qui a appris à être son propre port d'attache, son propre refuge dans la tempête. Et je comprends aujourd'hui que la plus grande, la plus belle, la plus solide histoire d'amour que l'on puisse vivre, c'est celle que l'on écrit pour soi-même. Avec le courage de tourner la page quand il le faut, et la sagesse de savoir que la fin d'un chapitre n'est jamais la fin de l'histoire. C'est seulement le début d'un livre tout entier. Avant la maison que j'ai dû démolir, il y a eu les plans d'un palais que nous devions construire ensemble.
Avant le silence, il y a eu des conversations jusqu'au bout de la nuit, des rires qui semblaient pouvoir faire trembler les étoiles. Pour comprendre pourquoi j'ai tenu si longtemps, pourquoi j'ai porté ce poids avec une telle obstination, il faut revenir au commencement. Il faut que je vous raconte l'homme que j'ai rencontré, pas celui que j'ai quitté. Nous nous sommes rencontrés un soir de juin, dans un de ces appartements parisiens où l'on pousse les meubles pour danser, où les fenêtres sont grandes ouvertes sur le vacarme de la ville, et les conversations se mêlent à la musique. Était une fête chez des amis communs. L'air était doux, chargé de promesses estivales. Je me souviens être senti un peu en décalage, observant les groupes qui se formaient et se défaisaient. Et puis, je l'ai vu. Il était pas au centre de l'attention, pas le plus bruyant. Il était dans un coin, près de la bibliothèque, en pleine discussion passionnée avec 2 ou 3 personnes. Ce qui m'a frappé en premier, était pas son physique, même s'il avait un charme indéniable. Était la lumière dans son regard. Une intensité, une ferveur. Comme s'il ne se contentait pas de parler, mais qu'il peignait le monde avec ses mots. Ma première impression fut celle d'un homme qui portait ses rêves à fleur de peau. Il ne parlait pas de ce qu'il faisait, mais de ce qu'il allait faire. Il était artiste, ou aspirait à l'être. Il jonglait entre la peinture, l'écriture, la musique, avec une énergie qui semblait inépuisable. Ce qui m'a attiré, c'est cette certitude tranquille qu'il avait en l'avenir, en sa capacité à créer de la beauté à partir de rien. Il m'a parlé ce soir-là, et j'ai eu le sentiment qu'il ne voyait pas juste une femme de plus dans une soirée. Il me posait des questions, des vraies questions. Sur mes propres rêves, sur les livres qui avaient changé ma vie, sur ce qui me mettait en colère. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti écoutée. Entendue. Il avait cette qualité rare. Il vous donnait l'impression que votre âme était l'endroit le plus fascinant du monde. À cette époque, il incarnait tout ce que la routine de ma vie de jeune professionnel était pas. Il était la liberté, l'imprévu, la poésie. Il n'avait pas beaucoup d'argent, mais cela semblait être un détail sans importance, une contrainte temporaire avant que son talent éclate au grand jour. Et j'y croyais. J'y croyais, parce qu'il était brillant. Ses idées fusaient, il avait une culture immense, et une sensibilité à vif. Il pouvait passer des heures à m'expliquer les nuances d'un tableau ou la structure d'un poème. Il était généreux de son savoir, de son temps, de son admiration. Il me disait que mon pragmatisme, ma force tranquille, était l'encre dont son bateau de rêveur avait besoin pour ne pas dériver. Il ne me voyait pas comme un gagne-pain, mais comme sa muse, son port d'attache. Nous étions, croyais-je, complémentaires. Il était le rêveur, était celle qui construisait le pont entre ses rêves et la réalité. Je me souviens d'un soir en particulier, quelques mois après notre rencontre. Nous avions marché toute la nuit dans Paris, sans but précis. La ville était à nous, silencieuse et illuminée. Nous nous sommes arrêtés sur le pont des Arts. Il n'y avait plus de cadenas à Doty et, époque, juste le fleuve noir sous nos pieds et les lumières de la ville qui scintillaient. Il s'est tourné vers moi, a pris mon visage entre ses mains, et son regard était plus intense que jamais. Il m'a dit : « Un jour nous aurons un atelier ici. Pas loin. Je peindrai ta force, et mes toiles se vendront assez cher pour qu'on achète une petite maison en Bretagne, face à la mer. Tu auras un jardin, et moi, je écrirai des poèmes en regardant les marées. On construira ça. Toi, et moi. Je te le promets. » Ce soir-là, sur ce pont, je n'ai pas seulement entendu une promesse, j'ai vu notre avenir. Un avenir tangible, magnifique, un projet commun. J'ai cru que nous avions posé la première pierre de cette maison face à la mer. Je ne savais pas encore que était la seule à avoir apporté du ciment. Et que ses mains, si douces sur mon visage ce soir-là, ne se saliraient jamais pour construire quoi que ce soit. Mais à cet instant, sous le ciel de Paris, tout semblait non seulement possible mais certain. Était le début de tout. Était le début de la maison que j'allais, sans le savoir, bâtir toute seule. La promesse faite sur le pont des Arts n'est pas restée suspendue dans l'air de cette nuit parisienne. Elle est devenue la pierre angulaire de notre avenir. La transition vers le mariage s'est faite naturellement, comme un fleuve qui suit son cours. Était pas une décision, était une évidence. Nous étions 2 moitiés d'un même projet, d'une même vision. La demande en mariage n'a pas eu lieu dans un restaurant chic, genoux à terre et bague en diamant. C'eût été contraire à tout ce qu'il était, à tout ce que nous étions. Elle a eu lieu 6 mois après cette nuit sur le pont, dans notre premier petit appartement sous les toits, un 2 pièces cuisine, avec une vue imprenable sur un mur de briques. Était un soir d'hiver, il pleuvait à verse.
J était rentré tard du travail, trempé et fatigué. Il avait allumé des dizaines de bougies, et l'appartement, d'habitude un peu terne, semblait flotter dans une lumière dorée. Il n'avait pas préparé de grand dîner, juste des pâtes et une bouteille de vin rouge bon marché. Au lieu d'une bague, il m'a tendu un carnet de croquis. À l'intérieur, il n'y avait qu'un seul dessin, d'une finesse incroyable. C était une maison, celle de ses promesses. Une maison de pierre avec des volets bleus, un chemin menant à une plage, et 2 silhouettes minuscules, main dans la main, regardant l'horizon. Sous le dessin il avait écrit « Veux-tu construire ça avec moi ? Pour toujours. » Mes larmes se sont mêlées à la pluie sur mes joues. Comment aurais-je pu dire non ? Je ne disais pas oui à un homme, je disais oui à un monde. Notre monde. Nos premières années de mariage furent un tourbillon de bohème et de sacrifices joyeux. Nous vivions avec peu, mais nous avions l'impression de tout posséder. Nos rêves étaient notre fortune. Le plan était simple, presque cliché dans sa beauté romantique. Je travaillais dans mon agence de communication, assurant la stabilité, le prosaïque, comme il disait en souriant. C était notre base, notre port d'attache temporaire. Pendant ce temps, lui, il avait la liberté de créer. Il se consacrait à son art, corps et âme. L'appartement était son atelier. L'odeur de la térébenthine se mêlait à celle du café du matin. Ses toiles s'empilaient contre les murs, ses carnets de notes remplissaient les étagères. Chaque soir je rentrais et il me montrait ses avancées, m'expliquait ses recherches, ses doutes, ses fulgurances. J'étais sa première spectatrice, sa confidente, sa critique la plus bienveillante. Je ne me sentais pas comme celle qui portait le fardeau financier. Je me sentais comme l'investisseuse d'un projet magnifique, convaincue que le retour sur investissement serait un chef-d'œuvre. Nos plans étaient partout. Nous avions une grande carte de la Bretagne punaisée au mur de la cuisine. Nous y avions entouré au feutre rouge les zones côtières que nous préférions. Le soir, en cuisinant, nous parlions des pièces de la maison. L'atelier devra être orienté plein nord, pour la lumière constante, disait-il. Et moi je veux une grande cuisine avec une fenêtre qui donne sur le jardin, répondais-je. Ce N était pas de la rêverie. Pour nous, C était une planification. Chaque euro que je mettais de côté, chaque heure supplémentaire que je faisais, était une brique de plus pour cette maison. C était notre projet commun, notre obsession partagée. Et oui, il y a eu des moments de bonheur si purs, si intenses, qu'ils semblaient capables d'y éclairer toute une vie. Des instants où notre amour était la seule chose réelle dans l'univers. Le souvenir le plus vif, celui qui est devenu l'icône de notre bonheur, c'est un week-end d'octobre, la 2e année de notre mariage. Nous avions économisé sou par sou pour nous offrir 3 jours à Étretat, en Normandie. Nous avions loué une petite chambre d'hôte, qui sentait le bois et le sel. Le temps était gris, venteux, magnifique. Nous passions nos journées à marcher sur les falaises, le vent glacial nous fouettant le visage, nous obligeant à nous serrer l'un contre l'autre. Le dernier après-midi, nous étions assis sur la plage de Galets, emmitouflés dans nos manteaux. La mer était d'un vert profond, presque menaçant. Il n'y avait personne d'autre. Il n'avait pas pris ses toiles, juste un petit carnet. Il ne dessinait pas les falaises, il me dessinait, moi, regardant la mer. Au bout d'un long moment de silence, seulement troublé par le bruit des vagues qui roulaient les galets, il a posé son carnet. Il a pris ma main, l'a glissée dans la poche de son manteau pour la réchauffer. Il m'a regardé avec cette intensité qui m'avait fait tomber amoureuse de lui. Il n'a pas parlé de peinture, ni de poésie, ni de notre maison. Il a dit simplement, tout ça, toute cette beauté, ce vent, cette lumière. Je ne le verrai pas de la même façon si tu n'étais pas là pour le regarder avec moi. Tu es mon cadre. Tu donnes un sens au paysage. À cet instant précis, sur cette plage battue par les vents, je me suis senti infiniment aimé. Pas pour ce que je faisais, pas pour le salaire que je ramenais, mais pour ce que j'y étais. Pour ma simple présence. J'ai cru que notre amour était aussi solide et éternel que ces falaises. J'ai cru que nous étions invincibles. Nous étions une seule entité, un seul regard posé sur le monde. Ce jour-là, la maison en Bretagne N était plus un projet lointain. Nous l'habissions déjà. Elle était là, dans son regard. Elle était faite de la certitude absolue que nous étions exactement là où nous devions être, ensemble. C était le sommet. Le point culminant de notre histoire. Je ne savais pas encore qu'après le sommet, il n'y a qu'une seule direction possible. La descente. Mais ce jour-là, la vue était à couper le souffle. La descente n'a pas la brutalité d'une chute. Elle ressemble plutôt à une pente douce, presque imperceptible.
On ne se rend compte qu'on glisse que lorsqu'on essaye de s'arrêter et qu'on s'aperçoit que le sol se dérobe sous nos pieds. Le sommet des Étretat, ce sentiment de plénitude absolue, n'a pas été suivi d'une avalanche, mais d'une lente érosion. Les premières fissures ne sont pas apparues dans nos murs, mais dans le silence entre mes mots et son écoute. Le changement a commencé par le vocabulaire. Le mot temporaire, qui qualifiait notre arrangement financier, a perdu sa date d'expiration. Il est devenu un état permanent. Les années passaient, et mon rôle de soutien temporaire s'est cimenté dans le quotidien. Mes journées de travail s'allongeaient, mes responsabilités augmentaient, et mon salaire suivait. Chaque promotion, chaque augmentation que je ramenais à la maison N, était plus célébrée comme une étape vers notre rêve commun, mais simplement absorbée par le budget du foyer. L'argent arrivait sur notre compte, et disparaissait pour payer le loyer, les charges, les courses, et son matériel d'artiste, de plus en plus sophistiqué, de plus en plus coûteux. Le rêveur passionné que j'avais épousé a commencé à se transformer en un théoricien de l'art. Il parlait de moins en moins de ce qu'il allait peindre, et de plus en plus de pourquoi il ne pouvait pas peindre. Le marché de l'art était corrompu. Les galeries n'avaient aucun goût. Le public ne comprenait rien. Le monde extérieur est devenu le grand responsable de son inertie. Ses journées, autrefois remplies de la frénésie de la création, étaient maintenant rythmées par une procrastination érudite. Il lisait, il regardait des documentaires, il allait voir des expositions, il faisait tout, sauf créer. Son atelier, notre petit salon, est devenu un musée de projets avortés. Des toiles à peine esquissées prenaient la poussière, des carnets restaient désespérément blancs. L'odeur de térébenthine, que j'avais tant aimée, avait été remplacée par le silence pesant d'une ambition qui éteignait. Le premier événement qui a vraiment fissuré la façade de notre bonheur fut une conversation, un soir d'hiver, environ 4 ans après notre mariage. J'avais obtenu une prime importante au travail, le fruit d'un projet épuisant qui m'avait coûté des nuits blanches. J'y étais rentré, fier et soulagé, avec une idée en tête. Après le dîner, alors qu'il me parlait d'une nouvelle technique de glacis qu'il avait lue, je l'ai interrompu doucement. J'ai une idée, ai-je dit, le cœur battant d'un optimisme prudent. Avec ma prime, on pourrait mettre un premier apport conséquent sur un compte épargne. Un compte juste pour la maison. Pour la Bretagne. Pour que ça devienne concret. Je m'attendais à voir de la joie dans ses yeux. J'ai vu un voile se tirer. Son visage s'est fermé. Il a posé sa fourchette, lentement. Concret ? A-t-il répété, le mot sonnant comme une insulte dans sa bouche. Tu penses que ce n'est pas concret dans ma tête, dans mon âme, depuis le début ? J'ai été décontenancé. Ce n'est pas ce que je veux dire. Je veux dire qu'on pourrait commencer à poser les premières vraies briques. Il a eu un petit rire, un rire sans joie. Les vraies briques ? C'est mon travail. Ce sont mes toiles. C'est l'art qui achètera cette maison, pas le bonus de ton agence de com. En faisant ça, en mettant ton argent de côté, c'est comme si tu me disais que tu ne crois plus que je peux y arriver. C'est ça la vérité ? Le monde s'est écroulé sous mes pieds. Il avait retourné la situation avec une habileté diabolique. Ma proposition, un acte d'amour et de partenariat, était devenue une preuve de mon manque de foi en lui. J'ai essayé de me défendre, d'expliquer, mais ça, était trop tard. Il était levé de table, blessé, offensé. J'ai besoin de ton soutien, pas de ta pitié, a-t-il lancé avant de s'enfermer dans la chambre. Ce soir-là, je suis resté seul dans la cuisine, devant nos assiettes froides. J'ai pleuré en silence. Pas seulement de tristesse, mais de confusion. Il m'avait fait sentir coupable. Coupable d'avoir réussi. Coupable d'avoir voulu construire notre rêve. Était la première fois qu'il utilisait notre rêve contre moi. Ce N était plus notre bouclier contre le monde, était devenu son arme contre moi. La prime a été dépensée en factures, et en nouveau matériel pour lui. La maison en Bretagne n'a plus jamais été mentionnée de la même manière. Elle est devenue un sujet sensible, un reproche silencieux. À partir de ce jour, le poison du ressentiment a commencé à s'infiltrer, un ressentiment subtil, mais corrosif. Il ne me disait plus que J était son encre, mais que mon pragmatisme étouffait. Mes questions sur l'avenir, sur les finances, étaient perçues comme des agressions contre sa liberté créatrice. Le dialogue est devenu un champ de mine. Chaque tentative de ma part de parler de la réalité était désamorcée par une accusation de matérialisme, par un rappel de ces grands sacrifices d'artistes incompris. Était une forme de violence psychologique incroyablement efficace, car elle se parait des plus beaux atours, ceux de l'art, de la sensibilité, de l'idéal. Comment pouvais-je me plaindre ?
J était la méchante qui voulait parler d'argent à un poète. J était l'insensible qui ne comprenait pas la torture de la page blanche. Il ne me rabaissait jamais directement. C était plus pervers. Il me plaçait sur un piédestal qui était en réalité une cage. Tu es si forte toi, me disait-il souvent après que j'ai passé un week-end à faire la comptabilité ou à négocier avec la banque. Moi je suis incapable de gérer ces choses-là. Ça me tue. Heureusement que tu es là. Ce qui sonnait comme un compliment était en fait une abdication. Il me chargeait de toutes les responsabilités terrestres pour pouvoir, lui, continuer à flotter dans son monde. Il ne me contrôlait pas en me donnant des ordres, mais en se déclarant incompétent. C était un chantage à la faiblesse. Et moi, piégé par mon propre amour, par le souvenir de l'homme que j'avais rencontré, je continuais de tout porter, en espérant qu'un jour, son génie éclaterait enfin et me donnerait raison d'avoir tant sacrifié. Il n'y a pas eu de trahison au sens classique du terme. Il n'y a pas eu d'autre femme. La trahison fut bien plus profonde. Il a trahi la promesse du pont des arts. Il a trahi le nous que nous devions construire. Il a trahi le jeune homme qu'il était, celui qui avait une lumière dans le regard. Cette lumière était muée en une lueur de complaisance. Il avait trouvé le système parfait. Une femme qui l'aimait, qui l'admirait, et qui payait pour qu'il puisse continuer à jouer à l'artiste, sans jamais avoir à affronter la sanction de la réalité. La véritable autre femme dans notre couple, ce N, était pas une personne. C était son inertie. Une maîtresse exigeante, qui prenait tout mon temps, toute mon énergie, tout mon argent. Et contre cette rivale, je ne pouvais pas me battre. Car Sac était lui qui la nourrissait, chaque jour, avec mon propre sacrifice. J'avais cru investir dans un chef œuvre. Je réalisais lentement que J était simplement en train de financer une imposture. Et la toile la plus tragique qu'il était en train de peindre, était celle de ma propre vie qui s'effaçait. Ce soir-là, après son « Ah, c'est bien » jeté par-dessus l'aile écran de son téléphone, un silence s'est installé. Ce N était pas un silence ordinaire, pas un de ces silences confortables, ou même un de ces silences lourds de reproches que je connaissais si bien. C était un silence différent. Un silence de fin du monde. Un silence clinique, où j'entendais le vrombissement du réfrigérateur, le tic-tac d'une horloge que je n'avais jamais remarqué, le son de mon propre sang dans mes oreilles. Dans ce vide sonore, la décision n'a pas été prise. Elle s'est révélée. Elle était là, entièrement formée, évidente, comme une statue qui aurait toujours été cachée dans le bloc de marbre de ma patience. J'ai su que je ne passerais pas une nuit de plus à être l'ombre qui finançait sa lumière vacillante. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré. J'ai attendu qu'il daigne lever les yeux, agacé par mon immobilité. Je l'ai regardé, vraiment regardé, pour la première fois depuis des années. J'ai vu l'aile, étranger qui partageait mon lit. J'ai dit, d'une voix que je ne me connaissais pas, une voix calme et tranchante comme du verre. Je veux divorcer. Le mot a flotté entre nous. Il a d'abord ri. Un petit rire nerveux, comme si j'avais fait une mauvaise blague. Tu as trop travaillé, tu es fatigué, a-t-il dit, en reportant son attention sur son téléphone. Le déni, j'ai répété, sans élever la voix. Non. C'est terminé. Je vais partir. Nous allons divorcer. C'est là que son visage a changé. La condescendance a laissé place à l'incompréhension, puis à une panique froide et pure. Mais ce N était pas la panique d'un homme qui perd l'amour de sa vie. C était la panique d'un homme dont on coupe les vivres. Mais, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? A-t-il demandé, et dans sa question, il y avait toute la tragédie de notre histoire. Il ne savait vraiment pas. Il n'avait rien vu. Rien ressenti. Elle, érosion de mon âme était produite à côté de lui, en silence, et il n'avait même pas remarqué la poussière. Les jours qui ont suivi ont été un brouillard surréaliste. Il a tout tenté. Pas les déclarations d'amour enflammées, non. Il a tenté la culpabilisation. Il m'a rappelé ses sacrifices. Son art. Notre rêve. Il a pleuré non pas sur moi mais sur lui-même. Sur l'artiste incompris qui allait se retrouver seul et sans ressources. Il a fait de moi le bourreau. Et le plus dur, c'est que le monde extérieur lui donnait raison. Annoncer notre séparation à nos proches a été une épreuve. Pour nos amis, nous étions le couple bohème, l'artiste et sa muse. Pour ma famille, il était ce garçon charmant mais un peu fragile dont il fallait prendre soin. J'ai entendu des « Eh !» Mais vous vous aimez tellement. Zapu. Des « Eh !» Un couple ça se bat, et le pire de tout, comment va-t-il s'en sortir sans toi? Point. Personne, pas une seule fois, ne m'a demandé. Et toi? Comment vas-tu t'en sortir?
Point. J. était seul. Une fois de plus. Seul à démolir la maison, comme j'avais été seul à la construire. Le processus de divorce aurait pu être simple. Nous n'avions pas d'enfants. Les biens étaient à mon nom, achetés avec mon seul salaire. Mais il ne l'a pas rendu simple. Conseillé par un avocat qui a flairé l'opportunité, il a demandé une prestation compensatoire. Le motif était d'une ironie si cruelle qu'elle en devenait absurde. Il affirmait avoir mis sa carrière artistique entre parenthèses, pour favoriser la mienne et s'occuper du foyer. Lui, qui n'avait jamais passé un aspirateur ni fait une lessive. Lui, dont l'occupation du foyer consistait à occuper le canapé. Le moment le plus difficile fut l'audience de conciliation. Nous étions assis dans un bureau impersonnel, devant une juge aux cheveux gris et au regard las. J. écoutait son avocat dérouler une fiction, un récit où J. était la carriériste égoïste qui avait exploité la sensibilité de son mari artiste, pour ensuite le jeter une fois sa situation assurée. Et lui, il était là, tête baissée, jouant le rôle de la victime à la perfection. J'ai senti la colère monter en moi, une lave brûlante. J'ai eu envie de hurler la vérité, de lister chaque facture que j'avais payée, chaque nuit d'angoisse, chaque rêve que j'avais sacrifié sur l'autel de son confort. Mais j'ai croisé le regard de la juge. Elle, écoutait pas vraiment les mots. Elle nous regardait, lui et moi. Et j'ai compris que la vérité n'avait pas besoin de la juge, être hurlée. Elle se voyait. Dans ma fatigue digne, et dans sa posture de faux martyr. J'ai simplement fourni les preuves, mes bulletins de paie, mes relevés de compte, des années de vie résumées en chiffres. Les chiffres ne mentent pas. Il n'a rien obtenu. Le jour de la signature finale, des mois plus tard, le ciel était d'un gris de plomb. Nous nous sommes retrouvés dans le bureau de mon avocate. Une pièce moderne, vitrée, qui donnait sur les toits de la ville. Il n'a pas levé les yeux vers moi. Il y avait entre nous un abîme de ressentiment. L'avocate a posé les documents devant moi. Le silence était total. En prenant le stylo, ma main a tremblé. Ce N était pas un simple stylo. C était un marteau de démolition. Chaque lettre de mon nom que je traçais sur le papier était un coup porté aux fondations de notre vie passée. Une image m'a traversé l'esprit. Le dessin de la maison en Bretagne, celui de sa demande en mariage, avec la phrase « Veux-tu construire ça avec moi ?» Point. J était en train de signer l'acte de démolition de cette maison qui n'avait jamais existé. Une larme a roulé sur ma joue et s'est écrasée sur l'encre encore fraîche de ma signature. Ce N était pas une larme de regret pour l'homme assis en face de moi. C était une larme de deuil pour la jeune femme que j'avais été, celle qui avait cru à cette promesse avec une force si pure. C était le deuil du rêve. Mais une fois le para final apposé, j'ai posé le stylo. J'ai relevé la tête. Et en regardant la pluie strier les vitres du bureau, j'ai senti autre chose qu'une immense tristesse. C était un soulagement. Un soulagement si profond, si total, qu'il m'a semblé physique. C était comme si un poids de plusieurs tonnes, que je portais sur mes épaules depuis des années, venait de se dissoudre dans l'air. J'avais peur, oui. Peur de l'avenir, de la solitude, de l'inconnu. Mais cette peur était vibrante, elle était vivante. Elle était infiniment préférable à l'anesthésie lente de la vie que j'avais quittée. J'ai signé la fin de mon mariage, mais j'ai surtout paraphé la première page de ma propre histoire. Le livre était enfin à moi. Et les pages étaient blanches. Les pages blanches de mon nouveau livre ne se sont pas remplies toutes seules. Les premiers mois après la signature furent un désert. Un silence si vaste, si absolu, qu'il en devenait un bruit. Dans l'ancien appartement, le silence était l'absence de ces mots. Dans mon nouveau studio, un petit nid que j'avais trouvé près du canal Saint-Martin, le silence était l'aile, écho de ma propre solitude. Les premières nuits, je dormais mal, réveillé en sursaut par le néant à côté de moi dans le lit. Je me suis surprise plus d'une fois à cuisiner pour deux, par réflexe, avant de regarder la portion esselée dans l'assiette avec une tristesse infinie. La liberté au début ne ressemblait pas à un envol, elle ressemblait à une chute libre. Il n'y avait plus de combat à mener, plus de budget à tenir, plus de déception à anticiper. L'adrénaline qui m'avait tenu debout pendant des années s'est évaporée, et sous elle il y avait une fatigue abyssale. Une fatigue de l'eau, âme. J'ai pleuré. J'ai pleuré la femme que j'avais été, l'idéaliste qui avait cru qu'aimer plus fort pouvait suffire. J'ai pleuré les années perdues, non pas parce que je le regrettais lui, mais parce que je regrettais le temps où je étais oublié. Et puis, au milieu de ce deuil, des fissures de lumière ont commencé à apparaître. Un matin, j'ai acheté un pot de peinture. Un bleu paon. Une couleur vibrante, audacieuse, qu'il aurait détesté. J'ai passé tout un week-end, seul, avec de la musique à plein volume,
à repeindre le mur principal de mon salon. Chaque coup de rouleau était une affirmation. C était mon espace. Mes règles. Ma couleur. Quand j'ai terminé, épuisée, et couverte de peinture, je me suis assise sur le sol, et j'ai regardé ce mur. Ce N était pas juste un mur bleu. C était mon premier acte de reconstruction. C était la première brique de ma nouvelle maison. La guérison a été un travail conscient. J'ai compris que je ne pouvais pas le faire seule. J'ai poussé la porte d'un cabinet de thérapie, le cœur battant, la gorge serrée. Et j'ai parlé. J'ai tout déballé. Les années de silence. La culpabilité. La colère. Ma thérapeute ne m'a pas donné de réponse, elle m'a appris à me poser les bonnes questions. Elle m'a aidé à comprendre que je N était pas coupable de son inertie, et que ma force à N était pas une invitation à ce que l'on abuse de moi. J'ai appris à poser des limites, d'abord avec moi-même, puis avec le monde. J'ai rappelé les amis que j'avais délaissés, honteuse de mon histoire, honteuse de ne pas avoir su partir plus tôt. Ils ne m'ont pas jugée. Ils m'ont accueilli à bras ouverts, avec une tendresse qui a été un baume sur mes plaies. Nous avons recommencé à rire, à sortir, à refaire le monde autour d'un verre de vin. J'ai redécouvert le plaisir simple d'une conversation où l'on est écouté, où l'on n'a pas à peser chaque mot. J'ai renoué avec mon corps. J'ai commencé à courir le long du canal, non pas pour fuir quelque chose, mais pour sentir mes muscles travailler, mon souffle s'accélérer. Pour sentir que était vivante, puissante, capable. Et je me suis inscrite à ce fameux cours de poterie. Le contact avec la terre, le geste de créer une forme à partir de rien, de la modeler avec mes propres mains. Était une métaphore parfaite de ce que je faisais de ma vie. Je prenais les débris de mon passé, et, patiemment, je façonnais quelque chose de nouveau. Quelque chose de beau. Quelque chose qui m'appartenait entièrement. Aujourd'hui, ma vie n'a rien d'extraordinaire. Et c'est précisément ce qui la rend si précieuse. J'habite toujours dans mon petit appartement au mur bleu païen. Le matin, je suis réveillée par la lumière qui filtre à travers les rideaux, pas par une alarme stridente. Ma routine est un rituel doux. Je prends le temps de savourer mon café en lisant quelques pages d'un roman. Je marche pour aller au travail, observant la ville qui éveille. Mon travail n'est plus une source de stress et de pression pour subvenir aux besoins d'un autre. C'est un lieu d'épanouissement, où mes idées sont valorisées, où je me sens compétente et respectée. Ce qui a le plus changé, c'est moi. La femme anxieuse, toujours sur la défensive, a laissé place à une femme plus calme, plus posée. J'ai appris que ma valeur ne réside pas dans ce que je peux faire pour les autres, mais simplement dans qui je suis. J'ai appris que l'amour, le vrai, ne demande pas de s'effacer. Il demande au contraire d'être pleinement soi-même, aux côtés de quelqu'un qui est pleinement lui-même. C'est une addition, pas une soustraction. Un amour qui ne soutient pas, qui ne partage pas les fardeaux, n'est pas de l'amour. C'est une commodité. Et je ne serai plus jamais la commodité de personne. Ai-je pardonné ? C'est une question complexe. Je ne crois pas que je pardonnerai un jour l'homme qui a regardé ma lumière éteindre sans rien dire. Mais je ne ressens plus de colère. La colère est un lien, et je ne veux plus aucun lien. J'ai fait quelque chose de plus important que de lui pardonner. Je me suis pardonné à moi-même. Je me suis pardonné être resté si longtemps. Je me suis pardonné d'avoir cru que je n'en valais pas la peine. Ce pardon-là m'a libéré. Il m'a permis de regarder mon histoire, non pas comme une cicatrice honteuse, mais comme le socle sur lequel j'ai bâti la femme que je suis devenue. Quant à l'avenir, je ne le planifie plus. Je l'accueille. Je ne cherche pas l'amour, mais je ne lui ferme pas la porte. Si un jour je rencontre un homme qui arrive dans ma vie avec sa propre boîte à outils, prêt à construire à mes côtés, pas sur mon dos, alors peut-être. Mais je n'attends plus. Ma vie est pleine. Pleine de mes amis, de mes passions, de mes projets, de mes voyages en solitaire. Pleine de ce silence qui n'est plus un vide, mais un espace pour respirer, un espace pour être. La maison que je voulais en Bretagne, face à la mer, je n'en rêve plus. Parce que je l'ai trouvée. Elle n'est pas faite de pierre et de volets bleus. Elle est en moi. Ses fondations sont ma résilience. Ses murs sont ma dignité. Son toit est ma paix intérieure. Et de ses fenêtres, la vue est infinie. Je suis enfin chez moi. Et pour la première fois de ma vie, je n'ai besoin de personne d'autre pour en avoir la clé. Si je pouvais parler à la femme que j'étais, celle qui se levait avant l'aube, le cœur lourd d'un espoir qui devenait une ancre, je ne lui dirais pas être plus forte. Elle, était déjà bien trop. Je ne lui dirais pas de se battre plus fort. Elle était déjà la seule sur le champ de bataille. Non. Je m'approcherais d'elle doucement.
Je poserai une main sur son épaule fatiguée, et je lui chuchoterai à l'oreille ce qu'elle savait déjà, au plus profond d'elle-même. Je lui dirai, écoute ce silence après tes questions, écoute cette fatigue dans tes os qui n'est pas seulement physique. Ton corps, ton âme, t'envoie des signaux de détresse. Ne les ignore plus. Je lui dirai que l'amour, le vrai, ne doit pas ressembler à un travail à plein temps non rémunéré. L'amour est un élan, pas un fardeau. C'est une danse, pas une marche forcée, où une seule personne porte l'autre sur son dos. Si tu as l'impression de ramer seul, ce n'est plus un bateau que vous partagez. C'est un naufrage que tu tentes éviter, toute seule. Je lui dirai que sa force n'est pas une ressource inépuisable pour les autres, c'est sa colonne vertébrale. Et que personne, absolument personne n'a le droit de s'appuyer dessus jusqu'à la briser, sous prétexte de sa propre fragilité. Je lui dirai que la peur de décevoir, la peur du jugement, la peur d'être la méchante, sont des barreaux de prison qu'elle a elle-même forgés. Et qu'elle seule détient la clé. Je lui dirai, tu n'es pas en train d'abandonner un rêve. Tu es en train de te sauver d'un cauchemar qui a pris l'apparence de tes propres désirs. Et à vous, à toutes celles qui se reconnaissent peut-être dans mon histoire, dans ce sentiment d'épuisement, dans cette solitude à deux. À vous qui faites bouillir la marmite et qui recevez l'indifférence pour seul repas. Sachez ceci. Partir n'est pas un échec. C'est l'acte de courage le plus pur. C'est un acte de foi, non pas en un avenir incertain, mais en votre propre valeur. C'est choisir la page blanche plutôt que de relire sans cesse un chapitre malheureux. La force pour le faire, ne la cherchez pas à l'extérieur, elle est déjà en vous. C'est la même force qui vous fait vous lever chaque matin, qui vous fait affronter le monde, qui vous fait payer les factures et porter les fardeaux. Mais cette force aujourd'hui vous allez la rediriger. Vous allez l'investir en vous. La solitude qui vous attend de l'autre côté, et qui vous terrifie tant, n'est pas un vide. C'est un espace. Un espace pour respirer, pour vous redécouvrir, pour entendre enfin le son de votre propre voix, sans qu'elle soit couverte par le bruit des exigences des autres. La maison la plus solide, la plus magnifique que vous bâtirez jamais, n'aura pas besoin d'un autre nom sur la boîte aux lettres. Ses fondations seront votre estime de vous-même. Ses murs, vos limites saines. Et son toit, votre paix intérieure. Cette maison, c'est vous. Et une fois que vous y aurez emménagé, vous réaliserez que vous n'avez jamais été aussi peu seul. Alors n'ayez pas peur de prendre le marteau. N'ayez pas peur de démolir ce qui vous emprisonne. Le terrain est prêt. Votre vie vous attend pour la construire.